Donc, au niveau de la SAC, il y a eu des modifications majeures. Donc, les séquelles catastrophiques. Oui. Alors, les séquelles catastrophiques, évidemment, les gens qui sont pas. Le mot le dit bien, catastrophique. On parle, là, par exemple, de la perte totale de la vue, on parle de tétraplégie, amputation de deux membres différents, complète. Alors, on comprend que ce sont des cas extrêmement rares, il y en a, mais la plupart des victimes se disent porteuses de séquelles catastrophiques, parce que quand tu ne peux pas travailler depuis 5 ans, même si c'est juste pour une entorse lombaire, pour toi, c'est catastrophique, mais Oui. ce n'est pas le sens que la loi donne au terme catastrophique. Ça prend vraiment des blessures extrêmement sérieuses. Et à ce moment-là, ben, tu vas avoir la possibilité d'être indemnisé selon ce qu'on appelle le RHMTQ, c'est-à-dire la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs qui est à 53 000 actuellement. Oui, c'est ça exactement. Et puis, ce que je regardais dans les séquelles catastrophiques, c'est oui, il y a des cas qui sont clairs, mais tout ce qui est séquelles orthopédiques, c'est très difficile à coter assez pour pouvoir bénéficier là, des séquelles catastrophiques. Tu sais, par exemple, Oui, au niveau orthopédique, il faut avoir 30 de séquelles, mais il faut l'additionner à d'autres séquelles pour arriver à 85. Ça, c'est dans oui. le... C'est quasiment difficile. C'est quasiment impossible à obtenir ça. Oui, c'est assez rare, mais du côté psychologique, s'il y a des atteintes psychologiques, à ce moment-là, on parle d'un trouble affectif mental qui implique une désorganisation majeure du fonctionnement. Fait qu'on parle surtout de séquelles de gravité 4, là, pour ceux qui sont Oui. habitués, 35. À ce moment-là, si on y va du côté mental, peut-être qu'on peut atteindre les exigences d'une séquelle catastrophique plus facilement qu'avec des séquelles physiques. Mais de toute façon, retenons que ce sont des cas exceptionnels, des cas graves. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas depuis 8 ans, à cause que vous avez été opéré pour une hernie discale, que vous êtes dans les séquelles catastrophiques. Alors, ça prend plus que ça. Et à ce moment-là, il faut voir le dossier et voir ce qu'on peut aller chercher comme atteinte permanente. À ce moment-là, ça peut donner ouverture. Mais si de toute façon, vous êtes indemnisé et vous aviez un emploi, à ce moment-là, on va vous indemniser sur votre emploi, sauf que si c'est inférieur à 53 000 bruts par année, à ce moment-là, on va vous ajuster à partir du 12e mois suivant l'accident. Pendant les 12 premiers mois, c'est différent, mais à partir du 12e mois, on va vous mettre à 53 000 par année de Ouais, base de salaire. Donc, mais c'est ça la grande différence, là, si je comprends bien. C'est vraiment parce que les gens qui nous écoutent, par exemple, qui connaissent pas du tout le régime ou qui sont pas familiers avec les termes, si moi j'ai un accident, je fais 30 000 par année, puis que je qualifie pour des séquelles catastrophiques, à partir du 12e mois, je pourrais recevoir non pas 30 000, mais le salaire moyen des Québécois. Est-ce que j'ai bien Le compris? salaire moyen des Québécois qui est à 53 000. 53 000. Alors, votre indemnité à ce moment-là, à partir du 12e mois, ne peut pas être inférieure au RHMTQ, c'est-à-dire au revenu hebdomadaire moyen, qui est fixé à 53 000. Mais ça prend des séquelles catastrophiques. C'est ça le Exact, c'est critère de ça. Mhm. admissibilité. Et à ce moment-là, il faut voir au niveau des séquelles. Moi, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur les séquelles psychologiques. Parce que si vous avez une gravité 4, si vous avez au moins 35 d'incapacité au plan mental, c'est clair que vous êtes désorganisé, c'est clair que vous répondez aux critères concernant les troubles mentaux. Mais si c'est uniquement des problèmes physiques, c'est ben à plus ce difficile. moment-là, bonne chance parce que ça prend des séquelles qui sont au Ouais. plafond, là, ou Donc, bien des amputations, ou bien la chaise roulante, ou Ben, quelque chose de genre. comme ma cliente Sabrina Mongeon, qui est un cas typique, qui, elle, dès l'entrée en vigueur de la loi, tout de suite, on lui a accordé les séquelles catastrophiques, puis elle a eu évidemment le salaire moyen du Québécois. Ce qui est compliqué là-dedans, là, puis c'est là que je veux vous emmener à discuter, c'est que pour identifier des séquelles catastrophiques, ben on n'a pas ça dans la première année de notre accident. Donc, quand est-ce qu'on va donc pour avoir droit aux séquelles catastrophiques, il faut que notre dossier soit évalué. mhm. L'idée est bonne, je pense, mais la quantité de personnes qui vont qui vont pouvoir bénéficier de cette mesure-là est peut-être trop limitée. Là. Oui, Ça devrait être plus effectivement. Puis une élargi. gravité 4 en fonction psy, là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont demander qu'une tutelle soit mise en place. Ça peut Donc, prendre du temps, effectivement, mais si on regarde du côté physique, par exemple, les cas de paraplégie, tétraplégie, très souvent, la paraplégie va être constatée dans les 5-6 mois après l'accident. De sorte qu'il n'y aura pas vraiment de pénalité. On va vous ajuster à partir du 12e mois. Mhm. Mais effectivement, si ce sont des amputations qui surviennent tardivement, si c'est une paraplégie qui devient tardive, qui survient 3-4 ans après, à ce moment-là, on va vous ajuster à partir du 12e mois, j'imagine. Mais c'est clair que ça va prendre une détermination de l'ensemble des séquelles qui peut prendre plus que 12 mois, surtout pour les troubles mentaux.
Mais à ce moment-là, ça ne change pas le fait qu'à partir du 12e mois, on doit vous ajuster. Fait que j'imagine qu'ils vont le faire rétroactivement à ce moment-là. Avez-vous vu passer des décisions là-dessus, M. Bellemare, dans votre pratique ou J'ai j'ai des cas de séquelles catastrophiques qui sont OK. actuellement en évaluation. Mhm. J'en ai d'autres où je pense qu'il va y avoir des séquelles catastrophiques éventuellement, mais ça ne sera probablement pas déterminé avant juillet 2023, de sorte que ça va être un ajustement rétroactif. Mais il faut vraiment les surveiller, ces cas-là, parce Ouais. que je ne suis pas sûr que la SAC va vraiment les surveiller. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se perdre d'un crack du plancher. Là. Bien, c'est ça. Pendant des années, lorsque les séquelles vont être déterminées, je ne suis pas sûr que la SAC va penser spontanément à ajuster ces gens-là. Fait que c'est important que l'avocat soit bien allumé là-dessus. Ouais. Là. C'est ça, nous autres, on est en train de faire un inventaire, effectivement, là, des dossiers qu'on pense qui pourraient être éligibles ou admissibles à les séquelles catastrophiques pour monter un dossier en conséquence. Mais j'ai plusieurs dossiers, effectivement, où est-ce que les gens ne sont pas encore consolidés. Fait que, tu sais, comment tu fais pour... puis c'est pas des cas aussi clairs là, que des amputations ou quoi que ce soit. Donc, tout ce qui est un petit peu plus nébuleux, bien évidemment, c'est sûr que ça va donner lieu à de l'interprétation. Au niveau des Un séquelles... trouble, si je peux juste ajouter Oui, ceci, les traumatisés crâniens sévères, là, modérés ou sévères, donc il y a eu un saignement intracrânien, un coma prolongé, des gens qui sont pas capables de vivre seuls, qui sont traumatisés crâniens importants, qui sont pas capables de travailler, on peut les anticiper, les séquelles catastrophiques aussi. Là. Ce que la loi nous dit, c'est que les blessures et séquelles visées par règlement comprennent ce genre de cas-là, le traumatisé crânien. Mais je pense que si on peut l'anticiper, puis qu'il n'y a pas d'espoir raisonnable d'amélioration, je pense qu'on pourrait demander la détermination de la base de salaire à 53 000 à partir du 12e mois, même si les séquelles ne sont pas définitivement arrêtées. En tout cas, ce n'est pas clair dans ma tête, là, mais dans des cas clairs où on sait que les séquelles ne sont pas encore évaluées, mais qu'on sait qu'il n'y aura pas d'amélioration, je pense qu'on peut le demander à partir du 12e mois. Puis je ne vois pas pourquoi la SAC refuserait, même si on n'a pas une décision formelle, définitive sur les séquelles. C'est récent quand même comme disposition, donc il n'y a pas vraiment eu de décision des tribunaux sur l'interprétation de cette mesure-là. Dans le 12e mois, évidemment, la loi est en vigueur depuis le 1er juillet 2022. Alors, ça veut dire qu'à partir de l'été prochain, il va falloir être particulièrement vigilant par rapport à tous les cas de séquelles importantes qui pourraient correspondre à des séquelles catastrophiques. Si on le sait que ça va probablement perdurer dans le temps, ça veut dire qu'à l'été 2023, il va falloir alerter la SAC à cette réalité-là. Fait que si vous vous retrouvez dans cette situation-là où vous croyez que vous êtes porteur de séquelles catastrophiques puis vous n'avez pas été interpellé par la SAC, bien, regardez votre dossier puis faites la demande. En plus, si vous êtes une personne qui s'occupe d'un traumatisé crânien, etc., puis le revenu est inférieur à 53 000, ça vaut vraiment la peine que vous faites la demande auprès de la SAC vous-même, au moins débuter la démarche comme telle, là, parce que vous savez peut-être que ça va être accepté, c'est un oubli, puis vous n'aurez pas nécessairement besoin d'investir. Faites la demande, puis partez avec cette idée-là dès le départ. Ouais, je dis souvent à mes clients, moi, écoutez, la SAC, ils n'arrêtent pas de vous appeler quand c'est le temps de retourner travailler. C'est 3 fois par semaine. Là. Mais vous autres, là, vous avez le droit de les appeler 3 fois par semaine aussi quand vous avez des revendications. Il ne faut pas être gêné. Il faut leur servir la même sauce. Là, absolument. Alors, ils t'appellent, ils ne te lâchent pas. Bien, lâchez-les pas. Tous les lundis matins, mettez une croix sur le calendrier. Téléphonez à la SAC ou demandez-leur de s'occuper de vous si vous avez des réclamations. Absolument. Puis quand vous regardez ce barème-là, vœux pieux, qu'est-ce qui aurait pu être mieux sur l'administration de séquelles catastrophiques selon vous? Bien, on aurait pu les mettre moins exigeantes, on aurait pu les définir de façon moins grave. Par exemple, une personne qui est inapte à tout emploi, un invalide, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas travailler dans aucun emploi, pourrait avoir des séquelles de 18 ou de 22 Une personne peut être qualifiée sans répondre aux séquelles catastrophiques en termes médicaux, que ce soit physique ou psychologique, puis être invalide. Alors, on aurait pu dire, bien, une personne qui est inapte à tout emploi se qualifie comme séquelles catastrophiques, mais on ne l'a pas mis. Fait que ça prend une méga preuve du côté des blessures, expertise, évaluation, avec reconnaissance de l'ensemble de ces séquelles-là pour pouvoir aboutir. On aurait pu être moins exigeant, c'est certain, mais c'est une question financière. C'est pas compliqué. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est écoutez, le gouvernement, là, il y a 1 milliard. Il y a 24 000 victimes. Puis, il fait des lois qui correspondent au montant d'argent qu'il y a. C'est niaiseux de même. Là. C'est un pourcentage, des définitions. Puis, il dit il faut qu'on rentre dans le budget. Alors, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas là, qu'il y a des exigences aussi élevées. C'est parce qu'il y a un montant fixe. Puis, il fait les lois avec les termes qui s'imposent pour pouvoir rentrer dans les budgets qui sont alloués. Puis, ce budget-là, c'est 1 milliard. Le surplus de l'année passée, qui est réparti aux victimes, alors que le surplus réel était de 4 milliards, on le sait. Il y a 3 milliards qui ont été retournés aux automobilistes.
et 1 milliard qui est versé aux victimes. J'aurais bien voulu que ce soit 4 milliards aux victimes, Moi aussi. parce que c'est un budget d'indemnisation. À ce moment-là, on aurait probablement des définitions beaucoup plus ouvertes, puis beaucoup plus d'équité pour les victimes. Mais le gouvernement a fait le choix d'envoyer 1 milliard seulement aux victimes, puis 3 milliards aux automobilistes. On comprend que politiquement, il y a plus d'automobilistes que de victimes. Alors, il y a plus de votes pour lui. Moi, je pense que c'est des calculs politiques au départ, là, qui se traduisent par des lois, là. Quand ça t'arrive pas, quand t'as pas été victime d'un accident, quand t'as pas été victime d'un accident de la route, un accident de travail, ou tu sais quelqu'un près de toi, tu réalises pas là, comment c'est important. Puis c'est des fois des sous-évaluations ou sous-indemnisations. Là. Surtout là, ce que je trouve problématique puis qui a pas été changé du tout, c'est toute la réglementation, remboursement des frais. J'ai une cliente là qui a eu un grave accident. Elle avait une très belle dentition. Tu sais, c'est important la dentition là, chez les gens. C'est ta porte d'entrée. Puis, il manque des dents qui ont tombé. Là. Puis, évidemment, elle a besoin d'un traitement. Puis, les maximums sont tellement petits que ça couvre en rien tout le travail qui doit être fait là, au niveau orthodontique. Là. Il n'y a eu aucune révision là-dessus. Ça, je trouve ça vraiment comme un gros manque là, dans la révision. On sait comment c'est dispendieux, là, des traitements dentaires. Donc, pas adapté. Oui, puis les frais de déplacement, on peut en parler aussi. Non, mais tu sais, avec le prix de l'essence, l'inflation, tout le monde demande des augmentations, les chauffeurs de taxi, etc. Alors, 14 cents,5, alors que ce que je dis à mes clients, bien, toi, ils n'ont pas d'argent pour toi, mais les fonctionnaires, quand ils se réunissent, eux autres, sont à 42, pour savoir comment est-ce qu'ils vont couper ton chèque, là, eux autres, c'est 1 piastre du kilomètre. Tu sais. C'est niaiseux de même. Mais c'est toujours une question d'argent, puis c'est que le gouvernement ne met pas les fonds, puis il hésite à cotiser davantage des automobilistes qui sont bien contents de ne pas payer cher, jusqu'à ce, comme vous l'avez dit tantôt, M. Mongeon, jusqu'à ce qu'ils soient accidentés eux-mêmes. Là, ils comprennent pourquoi ça ne coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. Pour ça. Bien, au moins, il y a eu des avancements sur 2 autres points. Là. Donc, comme Alexandre disait, c'est quel catastrophique. L'idée est bonne. Est-ce qu'elle va être peaufinée en cours de route? On le souhaite. Mais au niveau de l'aide personnelle à domicile, c'est toujours ça qui est compliqué. L'aide personnelle à domicile, dans le fond, c'est un montant qui peut vous être alloué, que vous pouvez recevoir pour donner à un proche, un membre de votre famille ou des services là, pour venir nettoyer votre maison, etc. Et c'est toujours des grilles qui sont aléatoires. Moi, j'aurais voulu que ça soit beaucoup plus simple dans l'administration, mais on a quand même fait un petit gain où l'aide personnelle à domicile, maintenant, tu peux avoir un montant maximal de 1 500 dans des cas extrêmes. Bien, c'est un peu dans les cas, quand on parlait des cas de séquelles catastrophiques, ces gens-là, en général, ne sont pas capables de vivre seuls, donc ils ont besoin de quelqu'un pour une présence continuelle. Présence continuelle, les tribunaux interprétaient ça comme n'étant pas nécessairement quelqu'un qui est là 24 heures sur 24. Mais disons, à peu près 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être laissé seul pendant une demi-heure quand votre conjoint ou votre surveillant ou la personne qui encadre vos activités s'en va porter quelque chose au bureau de poste. Là. Mais retenez que c'est à peu près une présence constante à domicile. Et là, ça peut aller jusqu'à 1500. Donc, ça a monté. Par semaine, hein, juste pour être clair, là, c'est 1500 par semaine? Oui. 1500 par semaine, et ça, c'est versé en général à la personne qui s'occupe de vous. Alors, c'est sûr que quelqu'un, ça devient un job à temps plein et même plus, parce qu'une présence continuelle, ça veut dire que tu es tout le temps là. Alors, quand c'est quelqu'un de proche ou quelqu'un qui ne travaillait pas, ça peut être intéressant, mais quelqu'un qui va prendre soin de vous à temps plein, avec tout ce que ça demande, là. Parce que c'est pas juste, il n'est pas assis dans le coin de la cuisine à vous regarder fonctionner avec votre chaise roulante, là. Il est là pour s'occuper de vos besoins personnels, de votre hygiène personnelle, de vos repas, de tout ce qui est de vos transports, les allées et venues chez le médecin, tout ça. Alors, la présence continuelle, ça implique énormément de présence et énormément d'activités. Puis quelqu'un qui fait ça à 1500 pièces par semaine, avec tout ce que ça demande, presque 24 heures sur 24, pour moi, c'est un bon Samaritain. Là. C'est quelqu'un qui a le cœur C'est ça que je me demandais, justement. Si c'est pas un proche, il y a les gens qui font ça comme travail, là, j'imagine que ça coûte plus cher que 1500 $ par semaine. Ouais. Puis tu n'as pas de vie. Puis moi, j'ai des gens qui sont actuellement en présence continuelle, mais qui ont besoin d'une infirmière à temps plein ou en tout cas une infirmière qui vient changer les pansements, que ça. Et la SAC a accepté de payer, en plus du montant de 1500, des soins à domicile pour une personne qui appartient à un ordre professionnel, infirmier auxiliaire. Donc, on avait obtenu que ces frais-là soient payés en plus de l'allocation forfaitaire de 1500 $ par semaine. Alors, ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, mais en plus, quelqu'un qui vient pour s'occuper de certains soins du corps, à ce moment-là, ça pourrait faire l'objet d'un remboursement, à condition que la personne qui donne ces soins-là
soit associée infirmière ou qu'elle soit membre d'un ordre professionnel. C'est une très bonne information. Merci Ouais. beaucoup. Franchement, prenez note de tout ça. Un autre petit gain là, que je vais passer vite avant qu'on se retrouve qu'on discute là, de l'indemnité de remplacement de revenus post 67 ans, c'est le remboursement des expertises. Donc, vous le savez, si vous avez été victime d'un accident, vous avez des contestations à faire, malheureusement, c'est comme un mal obligatoire, il faut une expertise médico-légale. Et là, le problème, c'est que moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Les expertises au début, tu peux avoir une bonne expertise pour 690 $. Là, dans les dernières années, bien avant, on pouvait avoir une expertise à peu près à 1500 $. Mais là, actuellement, là, une bonne expertise en orthopédie, 3-4 000, Maître Bellemare? Oui, absolument. Puis à Québec, là, je peux vous dire que le moins cher, là, il y a un orthopédiste qui fait encore des expertises pour à peu près 2000 1800, 2000 mais c'est très rare. Il est sur le bord de la retraite parce qu'il faut comprendre que les médecins qui ont fait beaucoup d'expertise dans leur vie, vous le savez, Maître Mongeon, prennent leur retraite de plus en plus. Ici, à Québec, on en a perdu à peu près 2 par année depuis les 5 dernières années. Les jeunes orthopédistes, parce que c'est surtout de l'orthopédie, on s'entend, des fractures, des élongations, des bursites, etc. Alors, des entorses. Alors, les orthopédistes, les jeunes, on dirait qu'ils sont moins portés à faire de l'expertise. Ça leur tente moins. Plus de difficultés en français. La rédaction, ce n'est pas leur force. Il y a mieux faire de l'hôpital. Ah oui. Alors, il y a de moins en moins d'experts. Et je pense que, en partie, c'est ce qui explique le fait que ça a augmenté autant. Puis évidemment, les frais d'expertise, c'est pas comme le prix de l'essence ou le prix du lait. C'est pas à peu près partout pareil. C'est les médecins qui décident. Ils disent, moi, c'est 5 000, moi, c'est 3 000. C'est lui qui décide, sinon, vas-y pas. Alors, oui, effectivement, c'est rendu, je dirais, en moyenne, peut-être à Québec, 2 500, peut-être à Montréal, 3 000, 3 500, de façon générale. Et le fait que les frais d'expertise soient remboursables maintenant, à condition que vous gagnez, là, faites Ouais. attention. Pas parce que vous payez un expert qui va nécessairement être remboursé. Il faut que vous obteniez gain de cause en revision ou devant le tribunal administratif du Québec. À ce moment-là, on va vous rembourser 1600. Oui, c'est ça, là, ça a augmenté à 1600. C'est plus que le double de ce qu'on avait avant. C'est un gain, puis merci beaucoup, M. le ministre, mais en même temps, c'est certain qu'à 1600, vous allez rembourser une partie de votre expertise, même si vous gagnez. S'il y en a plusieurs, bien là, ça s'additionne. Oui, jusqu'à un montant de 4 800. Donc là, on parle de le sujet chaud de l'heure, tout ce qui est paiement d'indemnité de remplacement de revenus post-67 ans. Ça aussi, j'ai le goût de vous dire, j'ai rien contre la vertu, c'est déjà un pas de plus, c'est en bonne intention, sauf que c'est des... Bon, on regarde les lettres qui sont sorties, puis effectivement, c'est le fun parce qu'il y a une belle rétroactivité dans certains cas, mais après ça, ça reste des montants qui sont minimes. Puis, la question qu'on se pose là-dedans, c'est est-ce que ça a un impact de toute façon sur d'autres rentes, comme la pension du Canada, etc. Puis en plus, une des lettres, puis on va d'ailleurs la montrer, c'est écrit ici, si vous recevez un revenu d'emploi, vous devez m'en informer. J'avais pas tout à fait, je pensais pas que c'était un critère pour avoir droit à cette rente résiduelle-là. Ça m'a comme un peu surpris, cette lettre-là. Vous, là, qu'est-ce que vous entendez parler de vos clients par rapport à ça? Écoutez, d'abord, les gens ne comprennent rien au calcul, et avec raison. C'est une formule, moi je l'avais dit au ministre Bonnardel en commission parlementaire, je dis là, vous embarquez dans un wish-ta. Les gens ne comprennent pas. Vous vous adressez à une clientèle d'accidentés de la route, c'est des gens qui sont, qui ont besoin souvent d'encadrement médicamenté. Là, on essaie d'être simple, puis là, on fait compliqué avec une indemnité. En fin de compte, tout le monde est pas mal déçu des montants. Le plus haut que j'ai vu, moi, c'est 240$ par 2 semaines. Le plus bas que j'ai vu, je pense, c'est 24$ par 2 semaines. Mais encore là, tout le monde a quelque chose, mais tout le monde n'a pas grand-chose. Parce qu'ils prennent finalement votre remplacement de revenus à 67 ans une fois qu'on a diminué de 75% votre indemnité. Puis à ce moment-là, il y a un calcul, ils diminuent ils font 40% de ce montant-là, puis là, ils multiplient par un autre facteur qui dépend de la durée où vous avez été en incapacité. C'est là que ça peut être discutable. C'est-tu une incapacité à temps plein? C'est-tu une incapacité à temps partiel? C'est une incapacité à temps plein qu'on calcule les jours, n'est-ce pas? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis il commence à compter à partir de l'accident en général. Fait que c'est beaucoup de chiffres pour aboutir à un montant qui est faible. Alors, la réaction des victimes, elle est simple. Est-ce que je vais contester ça? Est-ce qu'il y a une erreur? Fait que là, évidemment, le 40%, on ne peut pas y toucher. Le nombre de jours, on ne peut à peu près pas y toucher depuis l'incapacité. Le salaire de base, on ne peut pas y toucher non plus. Fait qu'on a très, très peu de marge de manœuvre. Moi, ce que j'ai vu à date, je n'ai pas contesté. Moi non plus. C'est mathématique, là, c'est des calculs.
C'est ça. Puis ce que j'avais dit au ministre, j'avais dit, écoutez, euh, pourquoi vous ne faites pas une formule plus simple, là? Quelque chose, un simple pourcentage? Parce que là, il y a des facteurs multiplicatifs, il y a des divisions, et ça donne un montant qui est décevant. Fait que les gens, ils vont dire, ça se peut pas qu'ils me donnent juste ça. J'avais tant, puis là, j'ai tant, alors que mes besoins sont les mêmes. J'ai 72 ans. L'épicerie, ça a augmenté. Le transport, les vêtements. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ils vont venir nous consulter, puis on va leur expliquer l'histoire, mais il y a, on a une très grande complexité au niveau du calcul pour aboutir à un montant décevant. Fait que c'est la recette parfaite pour que les gens soient mêlés et déçus. Mais moi, je me pose aussi comme question, puis j'ai pas eu le temps de regarder ça, c'est que là, on calcule le nombre de jours que tu es en incapacité. Mais disons Oui, là que tu as eu un dossier, que tu as été 5 ans en incapacité, tu retournes sur le marché du travail et là, tu as une rechute. Et on sait que les rechutes, on va ouvrir un nouveau dossier qui va porter 0,9 quelque chose, là. OK? Donc, oui. est-ce qu'on va calculer, lorsqu'on rend cette décision-là, la première incapacité dans le premier dossier et rajouter les capacités dans la rechute? Ben moi, je pense que c'est en fonction de la date d'accident, toutes les journées où vous avez été arrêté depuis l'accident. C'est comme ça que je le considère, mais vous avez raison, il y a peut-être là un litige. Peut-être que, et Ben, surtout s'il ouvre un nouveau dossier pour la rechute, si la exact. rechute est survenue plus de 2 ans après Mhm. la fin des prestations initiales, à la vertu de l'article 67, ça pourrait donner ouverture à un conflit, mais Mais c- euh, encore là, moi, je trouve que le fait de tenir compte de la période d'incapacité, moi, personnellement, je trouve que c'est pas rationnel. Mais là, tant mieux si ça fait longtemps que vous êtes en incapacité, le montant va être plus élevé. Mais en principe, si tu es blessé dans un accident de la route à 62 ans, puis tu ne peux plus travailler, ben à 67 ans, ton besoin il est le même que tu as été arrêté pendant 30 ans ou que tu as été arrêté pendant 3 ans avant d'atteindre l'âge de la retraite. Quand tu arrives à la retraite, le prix du lait puis le prix de l'épicerie, là, c'est pas en fonction du temps que tu as été en arrêt de travail à la SAC. Alors, pourquoi ils tiennent compte de ça? Encore là, c'est pas expliqué. C'est des mécanismes administratifs qui sont pas logiques et qu'on peut pas défendre autrement qu'en disant, bien, écoutez, ils ont tant d'argent, puis ils ont mis des multiplications, des décisions là, pour pouvoir arriver au montant qu'il y avait. bon, D'après moi, c'est ça. c'est ça aussi. Puis en règlement hors cours, il va falloir y penser comme il faut, parce que si tu acceptes un règlement hors cours qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'indemnité à 67 ans, tu viens aussi d'amputer une rente minime peut-être, mais quand même future, là. Ou à la Oui. limite, une bonne idée, ça serait peut-être de le capitaliser comme on peut faire des fois avec l'IVAC, là, l'ancienne loi, là, à la limite. Ça aussi, ça pourrait Ben être moi, intéressant. c'est ce que j'avais demandé au ministre en commission parlementaire. J'avais dit, savez-vous, la meilleure façon de régler tout ça, parce que les gens sont, bon, ils ne sont pas en fin de vie, là, mais quand tu es rendu à 72, il en reste moins à faire que tu en as déjà fait. Là. Alors, c'est sûr que les gens ont des besoins importants. Ils sont néanmoins capables de gérer les fonds. Alors, pourquoi vous ne leur donnez pas un montant forfaitaire? Moi, j'aurais souhaité, plutôt que de donner 20$ par semaine, là, qui ne change pas grand-chose à ta vie, là, Mhm. qu'il y ait un forfait, que les gens puissent le gérer à leur goût, faire les rénovations à la maison, changer de voiture, investir où ils veulent, ou simplement dépenser pour les dépenses courantes. Mais à moins que la personne soit complètement incapable, qu'elle soit sous curatelle, j'aurais souhaité que ce soit un forfait, qu'on fasse confiance aux victimes, qu'on donne un montant global, que ce soit fini. À ce moment-là, il y aurait eu beaucoup moins d'insatisfaction, le montant aurait été plus élevé. Les gens auraient pu gérer ça à leur guise, mais là, on va avoir un montant à toutes les 2 semaines, encore une fois, puis je ne sais pas, M. Mongeon, ce que vous avez vu dans vos bureaux, là, mais moi, ce que j'ai vu, c'est des sommes. En général, là, c'est entre 20 et 70$ par semaine. C'est, la plupart des cas que j'ai vus, c'était ça. Ben voyez-vous, là, j'ai un exemple ici, là, que c'est 68 et 13 aux 14 jours, là, sur un revenu initial de 23 608. Donc, un revenu initial de salaire minimum, une personne qui a été en arrêt de 57 à 65, dont environ 7-8 ans, c'est 68 et 13 aux 2 semaines. Une autre chose qui n'a pas été touchée, on va passer rapidement là-dessus, c'est tout le statut d'étudiant. Moi, j'avais revendiqué à plusieurs occasions que tout ce qui était statut d'étudiant n'était pas bien servi dans la loi. Il n'y a pas eu aucune modification là-dessus. Donc, ça serait peut-être, on a déjà fait un bout de modification de la loi, mais ça serait sûrement à modifier à une prochaine modification de loi. Là. Ça, c'est sans équivoque. Oui, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai vu un jeune homme qui est à Gaspé, qui est aide-pêcheur. OK? Il travaille pour obtenir un grade de capitaine dans une école de pêcherie, là-bas. Donc, son cours se termine au mois d'avril. Alors là, il s'en va pêcher au crabe et à pétanque. Il gagne 1500 par semaine. Par semaine, 1500, c'est payant la pêche. Alors lui, il est blessé en juillet. Et là, ça fait déjà 3 mois qu'il gagne 1500 par semaine.
mais il est encore enregistré dans son école parce qu'il ne pouvait pas retourner à l'école au mois d'octobre. Alors là, la SAC dit, tu es étudiant, on ne te donne pas une scène. Alors, ils sont prêts à payer jusqu'à temps qu'il retourne à l'école, mais lui, là, il perd de l'argent, puis l'accident est arrivé en 2019, il n'a pas pu travailler en 2020, il n'a pas pu travailler en 2021, puis il ne retravaillera plus jamais comme aide-pêcheur. Fait qu'il perd des sommes considérables. Mais on dit, ah, tu es étudiant, puis là, ben, tu rentres dans le moule d'étudiants, puis dans la loi, les étudiants se font littéralement avoir. On ne les indemnise pas, on les traite comme des moins que rien, c'est comme s'il n'y avait pas de valeur économique, même s'ils ont un emploi au moment de l'accident. Fait que là, évidemment, on va se déplacer au tribunal administratif, puis on va demander au juge de considérer qu'il y a un job au moment de l'événement, qui doit être indemnisé sur cette base-là. Et en tout cas, le débat va avoir lieu, mais on a une loi qui n'est pas acceptable. Nous autres, ici, on a un dossier là, qui procède devant la Cour supérieure sur le statut d'étudiant. On pourra s'en reparler une autre fois. Mais nous, on veut le faire reconnaître comme étudiant, mais finalement, il est indemnisé plutôt sur la base du petit emploi temporaire qu'il faisait parce que il était étudiant au moment de l'accident, mais finalement, il y a un papier médical qui dit que l'arrêt des études est relié plus à un acte criminel auparavant. Bref, c'est tout un charabia, mais ça fait en sorte encore qu'un étudiant il est sous-indemnisé, puis on ne modifie pas la loi en conséquence.